2002, le premier mondial du millénaire sera également le premier organisé en Asie, co-organisé par le Japon et la Corée du Sud. La Corée, justement, composée de joueurs totalement inconnus et qui n'avaient remporté aucun match dans l'histoire de la Coupe du Monde, va alors surprendre le monde entier à travers un parcours déroutant, mais un parcours entaché de nombreuses polémiques. Alors comment la Corée du Sud a fait pour que son mondial soit une réussite coûte que coûte? Histoire, géopolitique et controverses, on vous explique tout ça dans un max d'épopées. Les footeux, la Ligue 1 reprend le 15 août sur la nouvelle plateforme Ligue 1+, mais si vous voyagez à l'étranger et pour ne manquer aucun match de votre club préféré, vous aurez besoin d'un VPN Sport, une solution proposée par le sponsor officiel de cette vidéo, Cyberghost. Et si vous voulez mater la Ligue 1 via un diffuseur officiel à l'étranger, c'est également possible avec Cyberghost, l'un des VPN les plus recommandés par Trustpilot. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, Cyberghost est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité en ligne. Son réseau virtuel privé masque votre adresse IP, où que vous soyez, et avec des serveurs présents dans plus de 100 pays. Cyberghost redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé, si bien que vous pourrez utiliser votre abonnement Cyberghost VPN sur 7 appareils différents en simultané, avec un accès sans restriction à vos plateformes de streaming favorites, ou bien regarder des programmes qui ne sont pas accessibles dans votre pays, que ce soit à la télé, ou même du contenu internet comme YouTube, qui n'est pas le même selon l'endroit où vous êtes. Avec Cyberghost, vous n'avez plus ce problème, et ce sans que vos données personnelles ne soient conservées via une interface conviviale, facile à utiliser et compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et les consoles de jeux. Grâce à ce partenariat avec la chaîne, en cliquant sur le lien dans la description ou sur le QR code juste ici, vous obtiendrez un rabais de 83% sur Cyberghost VPN et 4 mois gratuits, une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et le support technique en ligne 24 heures sur 24 seront là pour vous accompagner. Alors n'hésitez plus et profitez de l'offre Cyberghost. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors pendant que la France se prépare à accueillir tranquillement le mondial 98, deux candidatures inédites vont concourir séparément. D'un côté la Corée du Sud et de l'autre le Japon. Mais la concurrence est féroce parce que ces pays se détestent ouvertement. En cause un passé historique chargé, contexte. À travers les siècles, le Japon a toujours voulu prendre le contrôle de la péninsule coréenne. En effet, le Japon occupera l'actuelle Corée durant toute la première partie du XXe siècle, une occupation dure et cruelle, qui nourrira une forme de haine de la part des Coréens envers leurs colonisateurs. L'occupation prendra fin en 1945, lors de la capitulation de l'Empire japonais au terme de la Seconde Guerre mondiale, mais la péninsule coréenne est divisée en deux zones, le nord sous influence communiste supporté par le bloc soviétique, et le sud sous l'influence capitaliste sous l'appui des États-Unis. La tension monte entre les deux blocs, et la guerre de Corée éclate en 1950 pendant 3 ans, avec à son terme un bilan très lourd qui se chiffre en millions de morts. Dans le même temps, le Japon tente petit à petit d'effacer les douleurs du passé en reconnaissant en 1965 la Corée du Sud comme gouvernement légitime de la péninsule. Mais la Corée, encore traumatisée, refuse toujours d'importer des produits japonais. Et c'est dans ce contexte très tendu que la Corée et le Japon, dans les années 90, se disputent l'organisation de la 17e Coupe du Monde. Dirigeants coréens et japonais tentent alors par tous les moyens, y compris les pires, de convaincre la FIFA d'organiser le mondial sur leur territoire. Même sans preuve, uniquement des témoignages, il est fort probable que la corruption ait été invitée au banquet. Mais il n'empêche que la FIFA est bien embêtée, parce qu'elle doit trancher entre deux frères ennemis, et en choisissant l'un des deux, elle risque de remuer le couteau dans la plaie. La tendance est donc à l'apaisement et la FIFA, sous l'appui de l'UEFA, prendra la meilleure décision pour tous en annonçant pour la première fois dans l'histoire des Coupes du Monde une co-organisation. Le Mondial 2002 se déroulera donc en Corée du Sud et au Japon. Comme ça, pas de jaloux. Au contraire même, car pour pouvoir vendre l'événement le mieux possible, les deux frères ennemis vont devoir travailler conjointement et petit à petit, la Corée commence à lever ses restrictions sur les produits japonais. Mais alors que le football était sur le point de les réconcilier, le désir d'émancipation de celui que l'on appelle le pays du matin calme, par rapport à son voisin japonais, reste très fort. Et cette Coupe du Monde est un formidable moyen pour la Corée de montrer qu'ils sont devenus une grande puissance mondiale.
Fin 2000, la fédération coréenne attire un entraîneur de classe internationale, le néerlandais Gus Hiddink, homme fort du grand PSV Eindhoven de 88 qui a remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes, et ce contre toute attente, avant d'emmener les Pays-Bas en 98 en demi-finale de Coupe du Monde. Gus Hiddink, c'est le manager qui fait grandir ses joueurs, qui les pousse à se sublimer dans les moments importants, mais l'adaptation prendra du temps. En juin 2001, la Coupe des Confédérations fait office de répétition générale un an avant le mondial, et ça ne se passe pas très bien pour la Corée du Sud qui se fait balayer d'entrée par les champions du monde et champions d'Europe en titre, l'équipe de France sur le score fleuve de 5-0. Mais par la suite, les Coréens feront beaucoup mieux en battant le Mexique et l'Australie. Malgré un faux départ et tout de même 6 points récoltés, la Corée du Sud ne passe pas le premier tour. Il y a donc une petite once d'espoir que cette équipe puisse s'améliorer d'ici juin 2002, et pour cela, il leur reste un an. La fédération coréenne fait donc tout pour que sa sélection joue le plus de matchs possible afin de développer un esprit d'équipe et des automatismes entre les joueurs. Avec un match amical en août 2001 contre la République tchèque, bon, voilà. Ils seront ensuite invités à la Gold Cup et termineront à une surprenante 4e place, même s'ils n'ont pas gagné un seul match dans le temps réglementaire, et avec au passage 4 défaites. Bon, la route est encore longue, et les dirigeants coréens sont conscients que si leur équipe veut exister un petit peu dans ce mondial, il va falloir lui donner un petit coup de pouce. Et cela passera par un homme surpuissant. Son nom, Chung Mon-jun. À la fois président de la Fédération coréenne de football et vice-président de la FIFA, un poste stratégique, et ce en plus de concourir à l'élection présidentielle de son propre pays, c'est lui qui fera en sorte notamment que la sélection des guerriers Taeguk joue tous ses matchs à domicile avant la finale qui se déroulera au Japon, à Yokohama. Et Chung Mon-jun est une personnalité mystérieuse qui exercera une pression constante sur le choix des arbitres, et de ce fait, son poste important à la FIFA va l'aider à créer cette influence et ainsi mettre la sélection coréenne dans les meilleures conditions. Il en va de même pour la préparation de l'équipe qui n'affrontera que des équipes européennes juste avant le mondial, au mois de mai 2002, en commençant par une démonstration face à l'Écosse 4-1, avant de tenir en échec la sélection anglaise, pas mal du tout, et enfin cette fameuse rencontre amicale à 5 jours du début de la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Les coéquipiers de Zidane, Henry, Trezeguet, Barthez, Vieira, Thuram sont les grandissimes favoris pour la victoire finale à la Coupe du Monde, et si Trezeguet ouvre le score rapidement, la sélection coréenne va surprendre tout le monde en égalisant par l'incroyable Park Ji-sung. Le futur milieu de terrain de Manchester United régale, pendant que les Bleus qui jouent en blanc perdent Zidane sur blessure, un coup dur vécu comme un drame national dans l'Hexagone. Inquiets, les Français sont distraits et les Coréens en profitent juste avant la pause pour prendre l'avantage par Séoul, 2-1. Et pour ceux qui s'en souviennent, ce jour-là, en plus de la chaleur qui était suffocante, les Français paraissaient mais tellement cuits, tellement crevés, tout le contraire de Coréens qui galopent comme des gazelles, à l'image de ce milieu de terrain Park, qui est une véritable révélation. Lui, on savait tout de suite qu'il allait faire un malheur. Finalement, la France reviendra au score en seconde période et marquera même le but de la victoire par Leboeuf en fin de rencontre. Les Coréens s'inclinent 3-2, mais avec le mérite d'avoir énormément posé de problèmes aux Français, si bien qu'Emmanuel Petit déclarera par exemple que c'était son match le plus difficile qu'il ait joué en bleu, et Franck Leboeuf ira plus loin en accusant carrément les Coréens de dopage, disant d'eux, je cite, qu'ils étaient chargés comme des mulets. Voilà donc des signes annonciateurs de ce qui nous attend durant ce mondial, mais une chose est certaine, il va vraiment falloir se méfier de ces Coréens. Mais le truc c'est que personne n'en a peur, au contraire même on se moque un peu d'eux, à l'image des commentaires malheureux de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui ne passeraient pas du tout aujourd'hui. Il y a Lee qui est remplacé par Lee. Là c'est pas trop compliqué. Non, Lee est là, alors il y a 2 Lee. Oui, c'est un grand appartement. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillés en footballeur. Surtout habillés en footballeur, ils font tous à peu près 1m70, 1m75, ils sont tous bruns, sauf le gardien, mais enfin ça aide pas trop. Aïe aïe aïe. Alors petite précision, les noms coréens c'est d'abord le nom de famille et ensuite le prénom. Donc on ne dira pas Ji-sung Park, mais Park Ji-sung. Mais sans tomber dans les clichés malheureux, c'est vrai que ces Coréens, on les connaît pas du tout. Ils évoluaient presque tous à l'époque dans le championnat national, et seulement 2 d'entre eux évoluaient en Europe, 2 attaquants. Seol Kim-yeon, qui évolue en Belgique à Anderlecht, qui ne sort pas d'une saison dingue avec seulement 4 buts en 23 matchs, et l'autre, Han Yoon-wan, évolue à Pérouse en Italie, et pour ceux qui connaissent l'histoire, lui, on va en reparler plus tard.
Dans son système de jeu, Gus Hiddink optera durant tout le mondial pour une défense à 3, laquelle utilise parfaitement la largeur du terrain, avec le très expérimenté capitaine Hong Myung-bo qui disputait son 4e mondial, avec plus de 130 sélections au compteur du haut de ses 33 ans. Il est l'homme d'expérience de ces guerriers Taeguk. Devant la défense, Kim Nam-il venait ratisser le terrain avant de s'insérer dans une défense à 4 sur les phases défensives. Et devant, vous l'avez deviné, la plaque tournante, c'est Park Ji-sung, qui du haut de ses 21 ans et de son rythme marathonien, va donner le tempo de l'équipe, et ce dans un rôle hybride de meneur, d'ailier, de celui qui va conduire toutes les phases offensives. Park est surtout un passeur hors pair pour les deux attaquants, alors ça avait commencé avec Seol et Wang, mais par la suite c'est Han qui sera titulaire, et en mettant de la densité dans son milieu de terrain, Gus Hiddink va tout faire pour mettre la pression devant afin de faciliter la relance dans les phases avec ballon, pour que dans les phases sans ballon, son équipe utilise le marquage individuel. Oui, un petit peu comme la Grèce 2 ans plus tard en 2004, et ce afin de récupérer le ballon le plus vite possible, et que cette équipe coréenne utilise son arme principale, la vitesse. Voilà donc un schéma peu commun et très difficile à lire pour les adversaires, chaque joueur n'ayant pas vraiment un poste mais plutôt une fonction, le tout dans un 3-5-2 ou bien un 3-1-4-2 dépendant de la position de Kim, un système qui peut se transformer en 3-4-3 avec Park ailier droit, et ce sera donc au milieu de terrain Yu de devenir la plaque tournante du milieu, bien assisté à gauche par l'excellent arrière latéral Lee Young-pyo, qui n'était pas titulaire au départ mais qui va s'avérer être un élément essentiel dans le maillon coréen, un équilibre parfaitement assuré à droite par Song Chong-guk et qui lui aussi, comme Lee Young-pyo, est un latéral de métier. Et là où Hiddink était assez flexible avec ses joueurs, c'est qu'il va pas leur demander de dominer outrageusement le match, mais au moins de contrôler le rythme, le tempo de la rencontre. C'est pas pareil. Un rythme qui sera donné par des courses, des combinaisons répétées à l'entraînement, de l'endurance qui donne cet effet de faux rythme par moment, si bien qu'avec cette Corée, personne ne saura sur quel pied danser. 4 juin 2002, à Busan, la Corée du Sud entre en lice dans son mondial face à la Pologne. Le pays du matin calme se prépare à une soirée effervescente dans un stade rouge de supporters incandescents. Si le pays hôte semble un petit peu nerveux en début de rencontre, très vite à la 25e, Wang reprend ce centre pour ouvrir le score. Les guerriers sont en place et font même le break en seconde période grâce à Yoo Sang-chul. Wang est remplacé par Han et lui aussi tente sa chance, mais sans réussite. Ces Coréens se montrent extrêmement généreux, avec un jeu très direct. Dès qu'ils le peuvent, ils n'hésitent pas à se montrer menaçants et frappent. Le score ne bougera plus, la prestation est historique, puisque la Corée remporte pour la première fois de son histoire un match dans une phase finale de Coupe du Monde. Cette équipe semble tellement fraîche, mais attention à ne pas prendre trop vite la confiance, avant d'affronter les États-Unis, tombeur surprise du Portugal 3-2, mais surtout après avoir mené 3-0 face aux Lusitaniens. L'adversaire est bien plus redoutable cette fois, alors Gus Hiddink passe en 3-4-3, avec Wang cette fois épaulé par Seol et Park sur les ailes, et ce afin de contrer les excellents ailiers américains DeMarcus Beasley et Landon Donovan. Mais la Team US attire la Corée dans son piège. Observez le mouvement très intelligent de Beasley qui utilise le marquage individuel des Coréens pour qu'ensuite O'Brien perce assez tranquillement dans un boulevard avant de lober la défense. 24e minute de jeu, les Américains mènent 1-0. Et en plus, Park se blesse à la 38e, remplacé par Lee Chung-so, et dans la foulée, penalty pour la Corée. Très bel arrêt de Brock Friedel, même si le penalty aurait dû être retiré avec tout ce monde dans la surface, et notamment l'américain en haut de l'écran qui, grâce à son mètre d'avance, a pu dégager toute la défense, un arbitrage pas vraiment en faveur des Coréens. En seconde période, Hiddink fait rentrer Han à la place de Wang et Choi Young-so à la place de Yoo Sang-chul, un avant-centre supplémentaire, qui fait donc 4 joueurs à vocation offensive. On prend beaucoup de risques côté coréen, mais observez le mouvement du nouvel entrant, Lee Chung-so qui va attirer son marqueur sur le côté pour laisser passer derrière l'autre Lee sur lequel Donovan ne va pas dormir, mais commettre naïvement la faute. Coup franc sur lequel le nouvel entrant Han va surgir de la tête.
Excellent coaching d'Hiddink, la Corée s'en sort bien, score final 1 partout, et pendant que le Portugal écrase la Pologne sur un triplé de Paoletta, la Corée, grâce à sa meilleure différence de but, est en tête du groupe après 2 matchs, mais même s'ils sont en très bonne posture, rien n'est fait avant le dernier match des guerriers Daekook qui vont affronter un Portugal en grand danger. Dans l'enceinte d'Incheon, un match nul suffit aux Coréens pour se qualifier et ce sans tenir compte du résultat de l'autre match. Les protégés de Gus Hiddink repassent en 3-5-2 avec l'arrière gauche de métier Lee Young-pyo qui va enfin jouer ses premières minutes dans ce mondial. Lee va devenir par la suite le crack incontournable du PSV Eindhoven, de Tottenham et du Borussia Dortmund. Il deviendra par la suite indéboulonnable, en plus de Park qui retrouve sa place au milieu de terrain, et à noter la titularisation de l'attaquant Han après son excellente entrée face aux Américains. Lui non plus ne quittera plus le 11 titulaire. Dans cette première demi-heure, les Coréens tiennent le choc. Mais la rencontre bascule sur ce tacle assassin à la 27e minute de jeu de João Pinto sur Park. Carton rouge indiscutable. Et pendant ce temps-là, grosse surprise dans l'autre match puisque c'est la Pologne qui mène 2-0 face aux Américains. Par conséquent, les Coréens sont dans un fauteuil. Mais attention à ne pas se laisser déconcentrer face à des Portugais extrêmement nerveux. Les Portugais, pourtant héroïques 2 ans plus tôt à l'Euro 2000, ne parviennent toujours pas à se libérer dans ce mondial, et en seconde période, Beto prendra un second carton jaune synonyme d'expulsion. Difficile de savoir s'il y a contact au ralenti. Terrible scénario pour les Portugais qui termineront la rencontre à 9. Il reste alors 20 minutes, et observez ce centre splendide de Lee Young-pyo, et l'enchaînement de Park, contrôle, feinte et frappe du gauche. Magnifique enchaînement. Quel but! La Corée élimine alors un Portugal vraiment très malchanceux et termine même en tête de son groupe. C'est la première fois qu'il passe le premier tour d'une Coupe du Monde. Le peuple coréen est en fusion et l'histoire ne fait que commencer. Et c'est un gros morceau qui attend le pays organisateur en 8e de finale, l'Italie de Francesco Totti et Del Piero. Mais la squadra est en méforme. Après de bons débuts, les hommes de Trapattoni ont trébuché contre la Croatie avant d'égaliser in extremis face au Mexique lors du dernier match. La squadra ne termine que 2e et devra faire face à un adversaire qui a tout l'air d'un piège. Privé de sa charnière centrale habituelle avec la suspension de Cannavaro, et Nesta blessé, Maldini est replacé dans l'axe et c'est Coco qui va prendre le côté gauche. Et en plus, l'Italie se cherche une animation fluide. Un vrai paradoxe en sachant qu'en attaque, il y a pourtant Vieri, Totti et Del Piero. Et sur le banc, Inzaghi, Del Vecchio et Montella. Mais le choix tactique de Trapattoni qui fait débat en Italie, c'est le fait d'aligner 2 profils rares, Totti et Del Piero ensemble, pendant que la presse transalpine ne cesse de dire que les 2 profils ne sont pas compatibles. D'ailleurs, vous noterez qu'à l'Euro 2000 et au Mondial 2006 que l'Italie remportera plus tard, que c'était souvent soit Totti, soit Del Piero titulaire, mais jamais les 2 en même temps. Trapattoni a beau tenter de démonter cette idée reçue, les Coréens, eux, ont bien détecté la faille en réduisant ce trio d'attaque à néant avec 4, voire 5 et même 6 joueurs pour étouffer cette squadra. C'est là où les Coréens vont faire très fort. Sans dominer les débats, ils vont imposer un faux rythme dans ce 8e de finale. Et comme si cela ne suffisait pas, un acteur inattendu va faire pencher la balance. Le désormais célèbre Byron Moreno, arbitre équatorien, va devenir ce soir-là une véritable célébrité. Et dès le début de match, sur un coup franc dangereux des Coréens, Panucci accroche le maillot de Séoul, tout comme Coco derrière qui accroche Yu. Dans tous les cas, c'est un penalty. Mais Gigi Buffon assure dans sa cage. Gros soulagement pour les hommes de Trapattoni qui, à la 18e, ouvrent le score grâce à Vieri. Menés mais jamais résignés, les guerriers Daekook se montrent toujours accrocheurs et ne se laissent absolument pas intimider par le prestige des joueurs qu'ils affrontent en face. Mais dans cette première période, l'Italie fait la différence, admirez cette passe de Totti, hop là. Mais Tomassi bute sur l'excellent gardien coréen Lee Won-jae. À la pause, l'Italie mène 1-0, mais les débats sont loin d'être terminés. Et dès le retour des vestiaires, un vilain geste que M. Moreno n'a pas vu.
Trapattoni opère un changement, sortie de Del Piero remplacé par Gattuso, une occasion en or pour Gus Hiddink de faire entrer des attaquants, et la Corée met de plus en plus de pression, mais sans parvenir à marquer. Nous approchons de la fin du match, l'Italie est en train de plier, et soudain, à la 86e minute de jeu, Séoul égalise. Mais dans la foulée, Vieri rate littéralement la balle de match. Et la Corée aussi, une fois et même deux fois. Un partout, c'est l'heure de la prolongation dans ce match. Et on rappelle qu'à l'époque il y a le but en or, donc le premier qui marque, c'est fini. Et la Corée, décidément très maligne, maintient la pression. Et à la 12e minute de jeu, Totti s'écroule dans la surface. Y a-t-il penalty? Non. Selon M. Moreno, la légende de la Roma a simulé, second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais alors, y a-t-il vraiment faute? Les Italiens sont furieux car il y a bien contact. Mais est-ce bien ce contact-là qui fait chuter Totti? Pas sûr, en tous les cas, le second carton jaune pour simulation semble très sévère. L'Italie va finir la prolongation à 10. Au changement de côté, les Italiens ont beau discuter avec M. Moreno, mais rien n'y fait. L'homme en noir refuse toujours le dialogue. Certes, l'Italie semble victime d'une injustice, mais dans le même temps, Trapattoni ne renforce absolument pas son milieu de terrain. Del Piero est sorti, Totti n'est plus là. Il lui reste pourtant un changement, mais ni Del Vecchio, ni Montella, ni Inzaghi ne vont entrer. Tout porte à croire que ce match est en train d'échapper à la squadra. Mais soudain, Vieri réalise une merveille de passe pour Tomassi, lequel est signalé dans une position de hors-jeu totalement imaginaire. Gattuso se retrouve à faire l'attaquant mais ne parvient pas à tromper les guerriers Taïkouk. Il ne reste que 4 minutes avant la séance de tir au but, et forcément, arriva ce qui devait arriver, le but en or, synonyme de fin de match instantanée. Pendant que la Corée célèbre son héros national, de l'autre côté du globe en Italie, la presse n'épargne pas la prestation de M. Moreno. Pour eux, ce match est un véritable vol. Et certains dirigeants, dont le propriétaire du club de Pérouse, le sulfureux Luciano Gaucci, va purement et simplement résilier le contrat de Han, le buteur en or de cette rencontre qui jouait dans son club. Je n'ai pas l'intention de payer le salaire d'un joueur qui a ruiné le football italien. Mais ce qui fera parler en revanche après ce match, c'est le profil absolument sulfureux de l'arbitre équatorien M. Byron Moreno, lequel s'est distingué 2 mois plus tard lors du championnat équatorien entre le Barcelona Sporting Club et la Deportiva Universitaria de Quito. Le Barcelona Sporting Club mène 3-2 à la fin du temps réglementaire et M. Moreno accorde dans un premier temps 6 minutes de temps additionnel. Sauf qu'il n'arrête jamais le match, mais va finalement laisser la rencontre se dérouler durant 13 longues minutes, si bien que Quito revient dans la partie et s'impose 4-3. Scandale absolu. Selon certains, Byron Moreno aurait voulu se mettre en valeur afin d'aider sa candidature au conseil municipal de la ville de Quito. Il sera suspendu par la fédération équatorienne pour 20 matchs, et notre ami va faire encore sensation en 2010, où il sera carrément arrêté dans un aéroport avec un sac dans lequel se trouve pas moins de 6 kilos d'héroïne. Quel drôle de personnage. Le justicier, comme on le surnomme, sera condamné à 2 ans et demi de prison. Voilà, bon, en attendant le mondial n'est pas fini, et la controverse va s'amplifier lors du quart de finale de la Corée contre l'Espagne. Lors d'un après-midi nuageux, la Roja est tout proche de marquer, mais malgré les efforts de Joaquín, le score est vierge à la pause, et en seconde période, Baraja marque, mais le but est refusé pour un tirage de maillot ou bien une poussette d'Elguera, personne ne sait vraiment, en tout cas, tout cela paraît très sévère. Et par la suite, sur ce débordement de Joaquín, Morientes reprend le ballon de la tête, mais le but est refusé pour un ballon sorti selon l'assistant. Ça devient grotesque. Et à la fin des prolongations, il reste 6 secondes dans le temps réglementaire et un corner à jouer pour l'Espagne, mais l'arbitre siffle la fin du match.
incroyable. Et lors de la séance de tir au but, tous les Espagnols réussissent leur tentative, tous les Coréens aussi, mais pas Joaquín, véritablement maudit dans ce match. Et alors que l'Espagnol n'avait pas encore tiré, le gardien coréen était pourtant très loin de sa ligne de but, mais le penalty ne sera pas retiré. Et l'expérimenté capitaine Hong donne la victoire aux siens. La Corée du Sud se hisse dans le dernier carré. Pendant que le peuple coréen est en liesse dans les rues, les observateurs neutres du monde entier, sans être mauvais joueurs mais tout simplement réalistes, ne peuvent s'empêcher de grincer des dents. On aimerait tellement être heureux pour vous les Coréens, mais là c'est pas possible. En demi-finale à Séoul contre les Allemands, il faudra du côté de la Mannschaft un très grand Oliver Kahn pour repousser les tentatives des Coréens, et finalement, Michael Ballack met fin au rêve des Tigres, l'Allemagne tient sa place en finale grâce à cette victoire 1-0, et lors du match pour la 3e place, les Coréens feront face à une surprenante Turquie, étincelante durant ce mois de compétition. Les Turcs vont même inscrire le but le plus rapide de l'histoire des phases finales de Coupe du Monde après seulement 11 secondes de jeu par Hakan Şükür. La Turquie s'impose 3-2. La Corée termine au pied du podium, mais ne peut que se réjouir d'avoir réussi ce mondial haut la main. Tout cela est bien beau, mais cela ne répare pas l'injustice subie par les Italiens, et surtout par l'Espagne. À la suite de cette épopée controversée, les soupçons de corruption vont bon train. Seulement voilà, même plus de 20 ans plus tard, malgré les nombreuses enquêtes, aucune preuve formelle de corruption n'a été détectée, on en reste encore au stade des suspicions. Depuis cette épopée au Mondial 2002, le pays du matin calme ne manquera plus aucune phase finale de Coupe du Monde et passera même par 2 fois, au moment où je me tourne, la phase de groupe. Mettons aussi à leur crédit des exploits notables, notamment l'élimination de l'Allemagne championne du monde en titre au premier tour en 2018, ainsi qu'un grand succès face au Portugal lors du Mondial au Qatar. Et oui, encore, pas de doute, il y a un avant et un après 2002. La Corée du Sud, après des décennies de souffrance et d'oppression de la part de ses voisins, avait en elle ce ardent désir de s'émanciper, d'afficher au monde entier que elle aussi pouvait être une grande nation de football. L'histoire est désormais écrite, et encore à ce jour, la Corée du Sud reste la seule nation asiatique à avoir atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde. Certains des héros du pays deviendront des stars en Europe, on a parlé de Lee un peu plus tôt, mais comment ne pas évoquer Park, véritable légende vivante en Corée, et de tous ses joueurs, avec tellement d'envie, tellement de générosité, et même si certaines décisions arbitrales ont tourné en leur faveur, cette équipe avant tout jouait extrêmement bien au football. Parfois il peut y avoir de la chance et de la réussite, mais au football, il n'y a pas de hasard.